schéma que je trouve formidable et très complet sur le cycle de l'eau à l'échelle surtout des bassins versants. Est-ce que... ouais. Donc quand on décrit le cycle de l'eau, on part, traditionnellement on part de l'océan, c'est là où il y a le plus d'évaporation. L'évaporation qui a formé les nuages, et une partie de ces nuages arrive sur les continents et nous pleure dessus. Il faut savoir qu'on a sur Terre que 2,5% d'eau douce, et la plupart de cette eau douce, les 3/4, elle est stockée sous forme de glaciers et de calottes polaires. Ce qui fait qu'en fait, il nous reste, on a l'impression d'avoir une énorme quantité d'eau, mais en fait, d'eau douce disponible, on en a quand même une très très petite partie. Quand une goutte de pluie arrive à la surface, elle a en gros 3 possibilités. Soit elle va ruisseler, soit elle va s'infiltrer, soit elle va être évaporée. Donc si elle ruisselle, elle suit la pente, globalement, elle va rejoindre une rivière et normalement arriver jusqu'à la mer. Donc c'est là où ça définit ce qu'on appelle les bassins versants, et donc peut-être je vais quand même passer un temps dessus parce que voilà, il y a une petite nuance par rapport à la carte qui a été montrée avant. Les bassins versants, c'est vraiment défini par le relief uniquement. Donc quand on a une pente, si la pluie tombe de ce côté-là, elle va ruisseler jusqu'à la Charente, alors que si elle tombe juste de l'autre côté de cette limite qu'on appelle la ligne de partage des eaux ou la ligne de crête, elle va ruisseler vers la Seine-Meunière. Donc on a comme ça des territoires qui sont définis, qui forment des cuvettes en fait, soit avec des reliefs qui sont parfois très très peu marqués, soit avec des reliefs qui peuvent être bien plus marqués. Ah oui, un bassin versant, donc c'est quand on prend l'exutoire, l'arrivée de la Charente à la mer, c'est vraiment, on peut remonter sur l'ensemble du territoire, mais on peut aussi, en chaque point d'un bassin versant, définir des sous-bassins versants. C'est une notion qui est assez relative à l'endroit où on se situe. Donc ici, ce que j'ai tracé, c'est le bassin versant de Longue Couture qui montre vraiment par rapport à la carte de tout à l'heure. Non, ça c'est le bassin. Là, on est sur. Ah oui. Oui, non, mais par rapport à l'ère de captage, etc. Je veux dire. Cette petite partie là, on est aussi dans le bassin versant. Alors qu'il me semble que la carte s'arrêtait à peu près à ce niveau-là. Non, la carte elle est juste. Non, la zone marron, pardon. Oui. La zone marron. Voilà. Et voilà, donc ici, bon, j'ai juste mis les bassines, et puis les 3 piézomètres dont on parlait tout à l'heure, les 3 piézomètres actifs et dont les données sont publiques, en bleu ici. L'autre possibilité pour une goutte de pluie, ça va être donc soit de s'infiltrer, soit d'être évapotranspirée. Donc l'évaporation, c'est quand l'eau elle passe à l'état gazeux, ça arrive à la surface de l'eau dans les rivières et dans les plans d'eau. Mais ce qui se passe énormément, c'est la transpiration de la végétation. Et donc quand on voit la brume sur une forêt, certes il y a de l'évaporation, mais il y a surtout énormément de transpiration de la végétation. Et en fait, quand on regarde la différence entre les deux, dans cette région, c'est 2/3 des précipitations qui repartent en évapotranspiration. Donc, quand on entend dire « Oh, regardez tout ce qui nous pleut, pas que cette année, qui est quand même exceptionnellement humide, hein, on est dans des records historiques de précipitations en ce moment, mais en général, dans toutes les années, on ne peut pas utiliser l'intégralité de ce qui pleut sur le territoire. » Et ce que nous dit le ministère de la Transition écologique, c'est qu'en une vingtaine d'années, on a perdu déjà 15% de cette eau disponible ou renouvelable, ça dépend des gens qui parlent. Ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans les tendances. Je ne vais pas insister sur le côté réchauffement climatique ici, à moins qu'il y ait des questions. Mais dans les tendances des années passées, on ne voit pas vraiment de variation de la quantité totale de précipitations à l'année. On voit que ça devient de plus en plus chaotique et aléatoire. Mais en tout cas, il nous pleut à peu près la même quantité par an. Par contre, on voit une augmentation de l'évapotranspiration avec notamment l'augmentation des températures. Je vais peut-être un peu vite, mais c'est pour pouvoir poser quelques bases. Et donc,
donc, ce qui peut se passer pour une goutte d'eau de pluie qui arrive, c'est qu'elle s'infiltre. Et elle va commencer par s'infiltrer dans le sol. Et quand Annie parlait de la RFU, de la réserve facilement utilisable, en fait, il faut que notre colonne de sol soit saturée, soit complètement remplie d'eau, pour que, enfin, l'eau puisse s'infiltrer plus en profondeur. Voilà. Et quand elle s'infiltre en profondeur, il faut distinguer deux notions. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'aquifères. Les aquifères, c'est le réservoir. C'est des couches de roches en profondeur qui sont poreuses et perméables. Ça veut dire qu'elles ont des trous et que ces trous communiquent entre eux. Donc là, j'ai mis un exemple très caractéristique. Donc bon, désolé, on n'est pas dans le territoire, on est au nord de Niort, mais je n'ai pas trouvé de photos de club de spéléologie aussi belle que celle-ci. Donc là, notre spéléologue, il est dans un gros port. Une cavité, donc un trou de plusieurs mètres de diamètre. C'est loin d'être la majorité des aquifères. Dans les parois, ici, il y a des petites fractures, il y a des petits trous entre les grains de calcaire, et c'est plutôt la majorité des aquifères qui sont comme ça. On a une grande variabilité de la taille des pores. Et puis, si notre spéléologue est arrivé là, c'est qu'il y a des rivières souterraines et qu'il y a comme une canalisation naturelle qui lui a permis d'arriver là. Donc on voit bien que quand on a une rivière souterraine, l'eau en profondeur, elle va s'écouler beaucoup plus vite qu'à l'intérieur des mûrisses. Il faut bien comprendre que, comme disait Annie, on a de l'écoulement pas que à la surface, on a de l'écoulement à l'intérieur des aquifères, aussi vers la mer. Et donc on a une grande variabilité de la porosité et de la perméabilité des aquifères, ce qui fait que pour passer d'un niveau de piézomètre à un volume d'eau, c'est très très compliqué. Alors dans la région, on peut avoir donc, en général, on peut avoir plusieurs aquifères superposés avec des couches imperméables ici entre deux aquifères. Okay, donc on peut avoir plusieurs nappes qui se superposent. Et ici, on a 3 nappes qui se superposent. Donc celle-là, c'est la plus profonde, donc on n'a pas vraiment de prélèvement à l'intérieur. Ça coûte trop cher de faire les thorax. Celui qui est à la surface, celui qui est ce qu'on appelle, qui contient la nappe phréatique, ça ressemble plutôt à ça. Donc on est plutôt sur du calcaire assez massif, mais avec des fractures, des fissures, un petit peu de dissolution, puis un petit peu de pores. Et donc on voit bien que quand le niveau de la nappe varie dans un aquifère comme ça ou comme ici, ça ne va pas correspondre au même volume d'eau qui va. Là, je passe un peu trop vite puisque j'ai déjà parlé de la nappe. Et la distinction donc, entre la nappe et l'aquifère. L'aquifère, c'est le réservoir, et la nappe, c'est le niveau d'eau, qui est la quantité d'eau qui varie à l'intérieur. Et donc, on a déjà parlé des piézomètres. Hein, dans les aquifères, on fait des forages et on met des petites sondes à l'intérieur et qui vont mesurer, qui ne bougent pas normalement, et qui va mesurer le niveau d'eau qu'elle a au-dessus d'elle. Donc ici, je vous ai mis l'évolution de la nappe au piézomètre de Longré, donc vraiment ici. Vous savez à quelle profondeur il est ce piéton? Jusqu'où il va Environ, je ne sais pas. Ouais, jusqu'où va le forage, ça je pourrais regarder. Mais on a ici en marron, c'est l'altitude du sol. Et en bleu, c'est la variation de l'altitude de la nappe. Donc la nappe ici, elle est entre 5 et 10-11 mètres de profondeur. Ce qu'on voit ici, donc grâce à la sécheresse récente qui est en train de s'arrêter, l'hydrologie a fait beaucoup la une des journaux, donc normalement vous avez dû entendre que les nappes se rechargent uniquement, quasiment uniquement en automne et en hiver, quand on a des pluies qui sont efficaces, donc les pluies qui sont supérieures à l'évapotranspiration. Et ça, donc, ça n'arrive qu'en automne et en hiver parce qu'on a beaucoup de pluie, on a des températures plus basses et surtout on a la végétation en dormance, donc on a beaucoup moins de transpiration. Donc c'est là qu'on a des recharges, vous pouvez voir que la nappe, hein, elle est
se recharge très rapidement. Et puis arrive le printemps, donc là on a les températures qui remontent, les précipitations qui diminuent et la végétation qui repart. Et puis les nappes, elles sont en lien avec les rivières, donc on peut avoir aussi des nappes qui se déchargent à l'intérieur des rivières. Et donc on va avoir une décharge de la nappe, on a la nappe son niveau va descendre progressivement. Et puis ce que vous voyez ici, quand elle descend drastiquement, c'est le début de l'irrigation intensive au cours de l'été. Je n'ai pas actualisé pour montrer l'état actuel de la nappe. La nappe elle est bien remontée, mais c'est parce que à Longré, on a un petit problème avec le piézomètre qui a été décalé. Alors pour quelle raison ça, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, depuis on va dire le printemps, là, bon, bah, vous n'avez plus de données dans le piézomètre ici. Enfin, les données, il faudrait les corriger, on va dire. Et j'avoue, je n'ai pas pris le temps de faire ça proprement. Mais du coup, il faudrait enlever quelques mètres au niveau de la nappe actuelle. Mais elle est bien repartie. Juste une petite question. Ouais. Qui sait où est le piézomètre de Longré? Les coordonnées, moi je peux les trouver. Je les ai dans voilà. Je les ai. Et puis Mickaël Oh, là-bas. c'est pas loin, je peux t'emmener à pied. Et peut-être on peut aller le voir en fin de Oui, journée. bien sûr. Peut-être on peut aller le visiter en fin de journée. Ouais. Ouais. Celui d'Aigre. C'est celui d'Aigre, on l'a pas regardé. Non, on n'a pas regardé. On a vu celui de Saint-Frédéric. Voilà. Alors, le bassin de Longue-Couture, il est classé en zone de répartition des eaux depuis 1995. Une zone de répartition, c'est, là je vous ai mis la définition officielle, c'est une zone caractérisée par une insuffisance autre qu'exceptionnelle, donc chronique, des ressources par rapport aux besoins. Donc ça veut dire que ce bassin versant, il est en déficit structurel d'eau par rapport à ce qu'on prélève. Hein, on pourrait rediscuter la notion de besoin par rapport à tout ce qu'on prélève. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait plus de 30 ans qu'on est au courant qu'on a des problèmes d'eau dans ce bassin. Alors ici, vous avez la carte des zones de répartition des eaux. En jaune, c'est superficiel, c'est-à-dire c'est les cours d'eau. En bleu, c'est les souterraines. Et encore, elle n'est pas vraiment actualisée, parce que maintenant, ces zones, elles sont plus larges. Et dans ce bassin versant, on est en fait en ZRE et superficiel et souterrain. Et donc ça fait 30 ans qu'on le sait, ça fait pas 30 ans qu'on commence à voir les effets du réchauffement climatique. Et par contre, quand on superpose la carte de l'occupation du sol, en tout cas au niveau agricole, on a quand même une... Alors corrélation n'est pas causalité, hein, il ne faut pas faire des conclusions trop hâtives, mais on a une très bonne corrélation entre les zones en jaune, là, qui sont les zones de grande culture, et ici c'est la région des vignes. Donc on a vraiment une sécheresse qui n'est pas due à un réchauffement climatique, mais qui est une sécheresse anthropique, qui est liée à l'activité humaine, et qui nous montre qu'on prélève trop d'eau dans nos bassins versants. Mais c'est une scientifique alors, elle. J'essaye de prendre... C'est une hypothèse, donc. C'est une hypothèse. Mais en tout cas, oui, quand même, le fait qu'on y soit depuis une trentaine d'années... Voilà. Et dans tous les cas, de par la définition, visiblement, on utilise trop d'eau. Alors, j'en profite pour combattre une petite idée qu'on entend régulièrement quand on entend que l'eau qui part à la mer, elle est perdue. Alors déjà, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Alors, moi, je suis géologue, je ne m'occupe pas trop du vivant. Mais quand même, les écosystèmes littoraux, ils ont besoin d'un apport de nutriments et de sédiments et d'un apport d'eau douce. Si on regarde même au niveau du non-vivant, en fait, donc, on a les rivières qui ruissellent, qui arrivent jusqu'à la mer, on a l'eau souterraine qui arrive jusqu'à la mer, et sur ce schéma, il montre quand même deux petites choses. C'est que si on n'a plus l'eau
des rivières qui arrive et si on n'a plus la pression de notre nappe sur la mer, ce qui se passe, c'est qu'on a la mer qui rentre. Elle rentre dans les rivières, et c'est ce qui s'est passé dans la Loire à l'été 2022, où en fait la limite, ici on a la limite, on appelle ça le bouchon vaseux, la limite entre les eaux salées et les eaux douces est remontée quasiment jusqu'à Nantes. Et on était à 2 doigts de fermer les aires de captage sur Nantes et d'avoir un problème d'eau potable pour 1 million d'habitants. Et ce qui se passe quand elle rentre dans les aquifères, c'est ce qui s'est passé dans le marais poitevin. Alors ici, j'ai moins l'historique, mais en tout cas, dans le bassin de la Sèvre niortaise, c'est arrivé dans la fin des années 90. On prélevait tellement d'eau que le niveau de la nappe passait sous le niveau marin et que du coup, l'eau de mer rentrait, les eaux souterraines devenaient saumâtres et ça grillait les cultures. Donc très vite, ils ont commencé à mettre en place des premiers seuils de crise pour qu'on arrête de prélever autant et que l'eau de mer arrête de rentrer. Donc on a vraiment besoin d'une arrivée d'eau douce vers la mer. Et en plus, on a un principe de gestion, normalement, dans un bassin versant, de solidarité amont-aval. Si vous prenez trop d'eau en amont, il n'y en a plus en aval. Là où, par contre, je suis assez d'accord sur beaucoup de choses, c'est que cette eau, elle part trop vite à la mer. Et on a augmenté, alors j'ai oublié les valeurs, mais énormément, on a augmenté la vitesse d'écoulement, par exemple, d'une goutte de pluie qui arrive dans un bassin versant avant qu'elle arrive jusqu'à la mer. Et ça, on l'a augmenté. Là, je vais laisser Patrick détailler là-dessus, mais avec énormément le remembrement, le tassement des sols et l'étalement urbain. En fait, on ne permet plus à l'eau de s'infiltrer dans les sols, et donc ça recharge moins les nappes, et elle ruisselle beaucoup plus vite. Et en plus, en faisant ça, elle lessive les sols, et on a aussi un gros problème d'érosion des sols. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis stock versus flux, c'est-à-dire qu'il faut passer d'une vision assez statique, en fait, et qui est venue d'abord de la communauté scientifique. On voyait des réservoirs qui communiquaient, et en fait, maintenant, on essaye de percevoir la chose comme des flux, des écoulements permanents, et il faut se mettre à ralentir ces écoulements. Et pour ça, on a d'autres solutions que les bassines. On est plusieurs dans la communauté à prôner plutôt des solutions basées sur la nature. Et donc notamment les fameuses haies. Là, c'est l'exemple que tout le monde prend parce qu'il est facile à mettre en place et il est bénéfique à tous les niveaux. Et puis en plus, dans les territoires comme ici, là c'est par chez moi. Dans le bassin du Clin, on a 80% de terres agricoles. Je pense qu'on ne doit pas être loin du compte dans le bassin ici. Donc c'est un endroit où vraiment on a un moyen efficace d'agir. Si vous mettez des haies perpendiculaires à la pente, on ralentit le ruissellement. Avec le système racinaire, on permet une meilleure infiltration. Et en plus, il y a aussi un système de pompe. Quand on a vraiment des haies bien développées, avec des racines profondes en tout cas, il y a aussi un système de pompe par capillarité qui fait que les sols restent humides grâce aux racines des arbres. Et quand je dis que c'est moi j'appelle ça des cercles vertueux, parce que là on parle de l'eau, mais ça retient aussi les sédiments, ça retient le sol quand il pleut, ça fait des terrassements progressivement. Ça amène des îlots de fraîcheur en été, des îlots de douceur en hiver. Ça protège de l'érosion éolienne, parce que ça on n'en parle pas, mais on a de plus en plus un problème d'érosion des sols par les vents. Et puis ça abrite des îlots de biodiversité. J'en ai presque fini. L'autre solution, bien évidemment, c'est d'arrêter de prélever autant. Et en fait, on a des hydrologues qui parlent en ce moment de changer de paradigme, changer de manière de gérer l'eau. Quand on voit les dernières études, et les PTGE et tout ça, le but c'est de déterminer les volumes prélevables. Alors moi, c'est une notion que je déteste, parce que en fait, c'est encore combien on peut prélever au maximum dans les nappes, alors que, en fait, on l'a bien vu avec l'hiver 2022-2023 où il n'y a quasiment pas plu, on a eu énormément de chances qu'il se mette à pleuvoir à la fin de l'hiver,
être de moins en moins sûr. Déjà, prédire les précipitations hivernales, c'est très compliqué. Mais avec le réchauffement climatique, ça va devenir impossible. Et donc, il faut arrêter de pomper, de prélever dans les nappes jusqu'à leur niveau minimum, dans la perspective qu'éventuellement, elles ne se rechargent pas, ou très peu, dans l'hiver suivant. Et il faut se mettre à penser les prélèvements en regardant vraiment l'utilité et l'impact de chaque prélèvement, et pas de voir jusqu'où au maximum. Oui, aussi. Alors là, Si je fais un ou deux chromeurs, tu pourras les filmer ouais, ou pas? alors Oui. là, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain parce que je ne suis pas encore compétente à ce niveau-là. Mais on constate ça, en fait. Que plus on a de végétation, plus on a de précipitations.